Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un paradoxe assez frappant. Certaines personnes ont une vraie richesse intérieure, une conscience aiguë, elles cherchent du sens, mais elles rament, vraiment, pour que ça se traduise dans une vie qu'elles sensiraient profonde. Oui, c'est exactement ça. Et c'est un vrai sujet. Pour en discuter, on a d'un côté une analyse un peu théorique des blocages possibles, et de l'autre le témoignage très concret d'un homme, Franck, qui est en plein dedans. Voilà, l'idée, c'est de faire dialoguer les deux pour essayer de comprendre cet écart entre le potentiel et la réalité vécue. Tout à fait. Le point de départ de l'analyse, c'est ça. Des individus bien câblés intérieurement, si on peut dire. Conscience élevée, pensée solide, besoin de sens, mais qui n'arrivent pas à incarner ça. Et la question clé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Alors, l'analyse pointe plusieurs choses. D'abord, des facteurs, disons, systémiques. La société actuelle, quoi. Très rapide, très basée sur l'image. Et qui a tendance à mettre de côté, voire à discréditer ceux qui sont un peu hors normes, plus intériorisés. C'est ça. Avec une sorte de vide existentiel qui devient presque banal, normalisé. D'accord. Et au niveau plus personnel, psychologique? Là, on trouve parfois une hyperlucidité qui, au lieu d'être une force, paralyse. Il y a aussi la fatigue, l'usure face aux obstacles répétés, le doute sur sa propre légitimité finalement. Le sentiment de ne pas être écouté aussi, peut-être. Exactement, un manque criant d'écoute, de reconnaissance, et puis des aspects plus existentiels. Comme? Le fait de ne pas trouver d'espace physique ou symbolique, ou déposer cette richesse intérieure, ce sentiment d'être toujours en décalage, et même une forme de culpabilité de ne pas réussir selon les critères extérieurs. C'est là que le témoignage de Franck devient intéressant, pour voir comment ça se manifeste concrètement. Oui, Franck, né en 69, donc 55 ans, ancien militaire, DGSE, aujourd'hui il vit à Châlons en Champagne, il est tuteur de son frère handicapé. Son parcours, il le découpe vraiment en deux. Une phase de construction, solide, jusqu'en 1999. Enfant stable, année militaire formatrice, rigueur, autonomie. Voilà. Et puis une bascule nette en 99. C'est sa mutation à la DGSE à Paris en août 99. Il dit avoir découvert un pot rose, sans préciser, mais ça semble être le déclencheur. C'est ça. Il parle d'une déconstruction sans interruption depuis ce moment. C'est fort comme terme. Et ce qui est frappant, c'est qu'ensuite, à Châlons, ses tentatives de redémarrer échouent systématiquement. Oui, en 2004, il revient, s'installe en HLM. En 2007, après le décès de sa mère, il déménage, espère un nouveau départ. Et là, il dit que les dés sont pipés, qu'il sent de l'hostilité. Et là, cette phrase terrible. Ce 6 juin 2007 aurait dû être un recommencement. Ce fut le début de la lente agonie. C'est glaçant. Et ça se répète en 2021, nouveau logement après une réhabilitation, même sentiment d'emprise collective, de surveillance sociale. 3 nouveaux départs, 3 scènes vides. C'est sa conclusion. Il a l'impression qu'on l'empêche activement de reconstruire. Exactement. Il utilise le terme de neutralisation sociale, C'est-à-dire, des tentatives pour le discréditer, psychiatrisation abusive, utilisation de la justice de manière sélective, isolement, rumeur. c'est violent. Très. Sa phrase résume bien son sentiment. Le problème n'est pas que j'ai échoué, le problème c'est qu'on ne m'a jamais laissé essayer. Et là, on voit très bien le lien avec la théorie. La disqualification sociale, l'épuisement, l'isolement, tout y est. Absolument. Ça incarne de façon, brutale, les freins dont on parlait. Et ça met en lumière un autre point qu'il soulève, le fossé énorme entre les grands principes affichés. La liberté individuelle garantie par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, la Convention européenne. Voilà. Et sa réalité à lui, où il se sent privé de cette liberté, abandonné par les institutions censées la protéger. Il dit « Je ne suis pas en conflit avec la loi. Je suis abandonné par ceux qui prétendent la faire respecter. » C'est un constat très lourd. Face à ça, est-ce qu'il y a des pistes, des formes de résistance possibles? Que dit la théorie ou lui? Oui, la réflexion théorique suggère de se tourner vers l'intérieur, créer son propre espace réflexif. L'écriture, un journal, l'art, peut-être. Oui, ce genre de choses. Établir des rituels personnels pour garder une cohérence. Apprendre aussi à se désengager de ce qui pompe l'énergie inutilement. Et surtout, cultiver une forme de souveraineté intérieure. Ne plus chercher la validation à l'extérieur. Accepter que le monde extérieur ne veuille pas forcément de cette profondeur. C'est un peu ça. Une citation de l'analyse dit « Ce n'est pas la profondeur qui manque, c'est le monde qui n'en veut plus. Alors il faut l'habiter autrement. »
Et Franck, dans son témoignage, il semble faire ça à sa manière. Écrire, parler, comme pour laisser une trace. Oui, il ne cherche pas la revanche, dit-il. Mais cette souveraineté, pour lui, c'est un combat. Et c'est aussi une solitude. Donc, pour résumer, on a cette tension très forte, l'aspiration à vivre en accord avec sa richesse antérieure. Et en face, tous ces obstacles sociétaux, psychologiques, existentiels, que le parcours de Franck illustre de manière poignante. Et dans ce contexte, finalement, construire cette souveraineté intérieure devient moins un choix qu'une nécessité, une forme de résistance pour ne pas se perdre complètement. Tout ça amène à s'interroger, au fond, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut vraiment entraver la capacité d'une personne à disposer pleinement d'elle-même? C'est une vaste question, en effet, qui mérite réflexion.